Lisotier de Tech for Good Canada. Donc, on accueille aujourd'hui 4 experts franco-canadiens de pédagogie et de numérique et de jeunesse, d'enfance finalement. Tech for Good Canada, c'est une organisation à but non lucratif qui n'est financée que par des dons d'individus ou par des subventions, qui n'a pas de financement d'entreprise et qui adorons tout ce qui est numérique. On est vraiment pro-numérique et justement, comme on aime beaucoup le numérique, on aime bien mettre en avant une version critique du numérique, donc une version qui va laisser de côté le côté un petit peu angélique des débuts, la vision angélique, et avoir une vision un peu plus clairvoyante, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup lorsqu'on va dans la Silicon Valley, où on essaye de départager le bon et le moins bon numérique. Tout comme il y a une bonne et une mauvaise alimentation, le numérique n'est pas bon en lui seul, il y a du bon et du moins bon. Et donc, nous défendons tous les usages numériques pour la jeunesse en particulier qui vont être bénéfiques, qui vont avoir un effet bénéfique, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit pour consommer. On se focalise sur le numérique et la jeunesse. Voilà, et puis vous pourrez nous retrouver sur techforgoodcanada.org, sur tous les réseaux sociaux. On est très, très utilisateurs des médias de communication numérique. Je présenterai nos différents intervenants au fur et à mesure que je leur poserai une question pour que ce ne soit pas trop long. Et je vais commencer tout de suite par Élise Lepage, en fait. Élise est là tout en étant professeure à l'université de Waterloo en littérature et culture québécoise notamment. Elle est aussi parent d'élèves de jeunes entre environ 8 et 16 ans, si je ne me trompe pas, hein, Élise, à peu près. Et en Ontario, pour le coup. Et donc, Élise, est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur qu'est-ce que vous constatez au bout de 2 ans d'école en partie à la maison et donc qui intègre beaucoup plus le numérique qu'auparavant? Oui, merci Caroline. Je dirais beaucoup plus de fluidité d'une façon générale, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les enseignants, peut-être le personnel qui entoure également. Je pense par exemple pour les enfants qui sont en difficulté ou tout ce qui est l'administration des écoles aussi. Je suis sur les conseils de parents, donc l'idée que maintenant tout va se faire en ligne semble adoptée pour de bon. Et donc, par fluidité, je parle, comme vous l'avez dit en introduction, en fait, beaucoup moins de temps à passer à figurer le pourquoi du comment et le côté technique. Et puis, ça s'est traduit également par une plus grande diversité de plateformes, d'utiliser des outils pédagogiques qui ont changé, qui se sont un peu spécialisés. On a l'impression que les enseignants, au début, se sont accrochés un peu à certains radeaux qui leur ont été conseillés par peut-être les conseils scolaires ou les ministères. Et puis, au fur et à mesure, on a pu voir que certaines plateformes fonctionnaient mieux avec certaines matières, certains outils pour certaines tranches d'âge. Et puis, on a pu voir que donc, parfois, c'est certains enseignants, parfois certaines écoles, certains conseils scolaires ont développé certaines routines, certaines habitudes. Donc, on peut s'attendre à une certaine régularité. Ce qui facilite, je pense, dès qu'il y a des intervenants, que ce soit les parents ou d'autres personnes ressources qui viennent aider, il y a des formats qu'on connaît. Et puis, évidemment, ça a beaucoup d'impact positif, je dirais, pour les enfants qui gagnent en autonomie, quel que soit leur âge, en responsabilisation aussi. Donc oui, moi j'ai 3 enfants d'âge très différents et ça a été ça la grande avancée cette année, l'autonomie presque complète maintenant, y compris pour la plus jeune qui est en 4e année, qui a des petits défis de concentration. Ça fonctionne quand même grâce, je dirais, à cette régularité et puis le perfectionnement, donc le meilleur choix d'outils. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste donner un exemple concret en termes de choix d'outils, juste les nommer ou juste pour qu'on comprenne, notamment pour la plus jeune?
En fait, c'est plutôt du côté des plus âgés où les matières sont plus avancées qu'il y a une diversification des outils. Alors, par exemple, à l'école secondaire, l'utilisation de la plateforme Desmos, qui est une calculatrice graphique, mais qui permet aussi de bouger des figures en géométrie et puis d'ajuster les réponses en maths. Et c'est collaboratif. Les élèves peuvent voir les réponses les uns des autres, donc compléter les raisonnements. Et puis, c'est assez agile comme plateforme. J'ai trouvé ça plutôt bien. Un logiciel qui m'a intéressée aussi, qui est utilisé là aussi avec les plus jeunes, c'est Kami, K-A-M-I, pour éditer des PDF. Évidemment, donc c'est pratique d'envoyer des PDF, ça permet une certaine stabilité. Et en même temps, là, les enfants peuvent les éditer et écrire directement, alors qu'au tout début de la pandémie, au printemps 2020, on recevait des PDF, il fallait les imprimer, les enfants écrivaient, les rescanner, les télécharger. Ça prenait un certain nombre d'étapes. Ça, c'est une très grosse avancée. Et là encore, ça permet l'autonomie des enfants. D'accord. Puis après, il y a tous les outils qu'on connaissait peut-être déjà un petit peu plus, comme Kahoot, qui permettent plus de ludisme aussi. Et où là aussi, ce qui est très intéressant quand même dans Kahoot, c'est que les enfants très vite sont capables d'en créer eux-mêmes. Et j'ai l'impression qu'ils aiment encore plus en créer eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, dans un cours d'histoire, le prof ne va pas créer un Kahoot. Il va demander aux élèves, vous avez appris ça, maintenant créez des questions pour vos amis. Et ça, j'ai l'impression que c'est très, très motivant pour les jeunes, quelle que soit la tranche d'âge, je dirais. Quelques exemples. Ouais, non, ça je trouve que c'est super intéressant d'être concret comme ça par rapport à rester dans tout ce qui est généralité. Maintenant, je vais un peu poser le même genre de questions à Alexandre Chenette, qui est, juste pour rappel, un enseignant d'éthique et de philosophie doublé d'un conseiller pédagogique, conférencier, consultant et concepteur d'expériences d'apprentissage au Récit national au Québec. Si je tente de résumer le récit, Alexandre, ce sont en gros des coachs en pédagogie intégrant le numérique et des ressources aux enseignants québécois par domaine. Est-ce que c'est à peu près ça pour résumer le rôle du récit au Québec? Ouais. Oui, oui, absolument. On est là partout où il y a de l'éducation du numérique. Il y a beaucoup dans l'approche ici de libre. Dans le fond, on développe tout en open source, là, en libre de droit. Donc, on est vraiment là pour aider. Puis, on crée du matériel, on accompagne. On est partout. C'est le fun parce qu'il y en a des locaux là, qui sont physiquement dans chacun des centres de services, mais il y a aussi des nationaux à l'échelle de toute la province. C'est un beau réseau. Et alors, donc, pour vous, Alexandre, quels sont les enseignements que vous avez tirés par rapport à votre activité depuis 2 ans? Ben, je vais dans le même sens qu'Élise. Vraiment, là, ils ont pris beaucoup de confiance, les enseignants, les enseignantes. Moins de stress, ils sont solides. Puis tu vois, je voyais plein de monde sur mes réseaux qui prenaient des photos de leurs enfants, des tout petits qui sont installés avec leurs choses, qui sont très autonomes. Je parlais en tant que parent aussi, de voir que entre les cours, pendant les récréations, ils peuvent se contacter, puis s'entraider, puis se donner des précisions sur ce qu'ils ont à faire. Puis moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de travail d'équipe, de travail en dehors des périodes là, dans l'enseignement, beaucoup de collaboration entre eux, ce qui permettait. Puis je sais au Québec, Teams est très populaire, il y a un peu de Classroom aussi. Mais donc là, vraiment, dans les derniers mois, ils ont eu beaucoup de formations, ils sont habitués ils savent où aller, puis comment s'en servir. Fait que, cette idée-là, on n'est plus juste en train d'apprendre comment ça marche, on est en train d'apprendre. On l'utilise maintenant là, à ses fins. Là.